IDFM 98, de la bande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, je suis sûre que vous allez très bien. Après cette première semaine de déconfinement qui sentait un peu le soufre pour ceux qui habitent en région parisienne, le ciel s'est éclairci comme vous pouvez le voir et nous n'avons toujours pas de traînée néfaste dans le ciel, tout du moins ce dimanche 17 mai. Une émission ce soir, vers quel futur se dirige-t-on après cette crise ? Est-ce que ce sera le futur, comme nous le dit Philippe Guillemant en première partie d'émission? Est-ce que ce sera plutôt le plan annoncé dans l'album Astérix? Ils sont fous ces Romains. C'est Oleg de Normandie qui va nous en parler, Pagans TV. Thomas Snegarov nous racontera l'histoire de la bise à travers les âges. Nous partirons ensuite dans le monde pour voir ce qui se passe aux États-Unis, avec Christophe Ambroseno, serviteur de paix, qui nous parlera en premier de La connerie, c'est moins dangereux que la peur. Après Sarah Cugnal, qui est une députée italienne qui accuse Bill Gates d'un crime contre l'humanité et demande son arrestation au Parlement italien. Nous reviendrons avec Christophe Ambroseno pour les vrais faux chiffres du vrai Cronenbourg, toujours sur Serviteur de paix. Les deux pauses musicales seront de Rémi Selmar, L'homme animal, et la seconde, Je mate l'échec. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour. Philippe Guillemot. Alors on m'a demandé de répondre à la question: vers quel futur se dirige-t-on après cette crise? Alors je vais essayer de répondre sous l'éclairage d'une théorie du temps selon laquelle notre futur est déjà réalisé, mais pas de façon définitive. Vous devez savoir que le futur déjà réalisé, c'est une théorie tout à fait sérieuse et même dominante en physique. C'est la théorie de l'univers bloc. Mais la question qui fait encore débat, c'est de savoir dans quelle mesure le futur pourrait encore changer en fonction de nos choix. Donc il y a deux grands points de vue là-dessus, suivant qu'on croit ou non au libre arbitre. Est-ce que le futur est figé et que nous avons un destin impossible à modifier, comme le propose par exemple le physicien Thibaut Damour, ou est-ce que le futur est déjà là, mais assez peu configuré pour qu'on puisse encore l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs, comme l'envisage le physicien Étienne Klein? Admettons que les deux soient vrais, c'est-à-dire que par exemple le futur change, mais qu'il reste ensuite figé pendant un moment. Dans ce cas, il faut bien que le nouveau futur nous influence pour nous conduire vers lui. Et il est probable que l'ancien résiste. Il y a donc forcément un moment de bascule. Mais cette bascule n'est possible que si le passé ne nous oblige plus à sans cesse le répéter. Et justement, aujourd'hui, avec cette incroyable crise où tout s'arrête, l'influence du passé a été stoppée net, laissant donc place à l'influence du futur. Or, la signature de l'influence du futur, ce sont les coïncidences. Et comme par hasard, durant cette crise, on observe plein de coïncidences étranges, qui font d'ailleurs exploser les théories du complot, car elles donnent l'illusion d'une guerre contre les peuples pour imposer une société de contrôle absolu. Mais et si c'était plutôt l'ancien futur qui complotait contre nous? L'ancien futur, c'est-à-dire le monde des machines transhumanistes créé par la croyance entretenue dans les siècles précédents, selon laquelle nous étions des machines biologiques. Une chose est sûre, cet ancien futur, c'est le prolongement du monde d'avant, en pire, c'est-à-dire toujours plus de pollution, de destruction de la nature et du vivant, de surconsommation, de dépenses d'énergie et d'information. C'est aussi l'aliénation de l'être humain à travers les technologies liberticides qui veulent s'imposer à nous aujourd'hui. La 5G avec les objets connectés, le traçage de la population, la surveillance par drone et le puçage humain. Savez-vous ce qui va nous arriver si on met le doigt dans l'engrenage du puçage? En tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, je peux vous assurer que vous serez nuit et jour surveillé par des programmes qui sauront à tout moment tout ce que vous êtes en train de faire et avec qui. Et on vous suivra partout, grâce au projet Starlink qui a déjà commencé à polluer le ciel avec son orgie de satellites. Et il voudrait nous en rajouter des dizaines de milliers, c'est effrayant.
Mais heureusement, on dirait que tout a été suspendu pour que ce futur aliénant nous dévoile son abomination au grand jour afin qu'on puisse lui dire non. Alors le problème, c'est qu'en France, on est en plein dans ce programme aliénant. On nous parle de guerre, on agite la peur de la mort, on veut nous tracer, on veut nous contrôler. Quelque part, c'est logique, hein, car la France est le pays qu'il faut plier en premier, car c'est le plus récalcitrant. On l'a vu avec les gilets jaunes qui ont été violemment maltraités. Notre France est clairement instrumentalisée en priorité par le futur transhumaniste pour y conduire ensuite le monde entier. Mais rassurez-vous, grâce au coronavirus, il ne s'agit plus que d'un ancien futur, qu'on appelle dorénavant le futur, parce qu'il est foutu, ou que nous y serions foutus. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau futur s'est installé du fait que dans les décennies précédentes, nos croyances ont changé. Beaucoup de choses nous ont démontré que nous avions une âme et que notre conscience n'était pas le produit du cerveau. Nous nous dirigeons ainsi aujourd'hui vers ce nouveau futur qui est celui de l'éveil de la conscience mais aussi de la résistance. La France est le meilleur pays pour résister afin d'expérimenter ce nouveau futur. Elle est championne d'Europe par son nombre de villages. Elle est le pays le mieux tempéré, le mieux placé pour résister au réchauffement climatique, pour développer une agriculture recentrée localement sur la permaculture et sur des communautés résilientes, solidaires et autonomes, soutenues par les mairies. La France est aussi le pays de Descartes, à qui on a fait un terrible affront en nous laissant croire qu'être cartésien, c'était croire que tout était mécanique. Or, Descartes avait conservé la transcendance. Je n'arrête pas d'expliquer scientifiquement pourquoi ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Pas plus que les cigognes ne nous ramènent les bébés. Ce sont nos pensées, nos émotions, captées par notre soi en miroir de nous-mêmes, à travers d'infimes vibrations de l'espace-temps ou des dimensions supplémentaires. On en a des preuves à travers toutes les découvertes qui démontrent que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit, que l'espace lui-même n'est pas dissociable de la conscience. On en a des preuves à travers des expériences de test de la théorie du plus grand physicien de la planète, Roger Penrose, qui nous dit que la conscience est de nature quanto-gravitationnelle. On en a des preuves à travers un tas de phénomènes directement liés à la conscience, comme les synchronicités, le pouvoir de la méditation, les expériences de mort imminente et sortie de corps, les ovnis et les perceptions extrasensorielles, etc., etc. La liste est longue. On en a des preuves à travers une définition de l'existence de l'âme devenue rationnelle, un système immatériel de coordination quantique et atemporelle du vivant, capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort physique. Je suis donc optimiste, car la révélation scientifique de la réalité de l'âme et de toutes les potentialités de la conscience va complètement ringardiser l'ancien futur transhumaniste. Cet ancien futur essaie de nous faire peur, car la peur est une vibration émotionnelle qui nous ramène vers lui, à l'opposé de la joie qui nous emmène vers un nouveau futur profondément humain et solidaire. N'oubliez jamais qu'au sein du multivers, le futur que nous allons vivre est adressé par nos pensées transférées par la vibration de nos émotions. Plus nos vibrations sont élevées et subtiles, plus l'adressage est puissant. C'est mathématique. Si vous ne voulez pas du transhumanisme, soyez lucide et sachez dire non, mais sans vibrer ni la peur ni la violence. Vibrez plutôt la joie et la puissance de l'être souverain et confiant qui sait que ce futur ne passera pas par lui. Vibrez des projets solidaires, autonomes et résilients qui valorisent la nature au lieu de la détruire. Rêvez de rejoindre des initiatives innovantes et créatives en allant vous installer dans les campagnes. Mais n'oubliez jamais qu'on ne crée pas son futur avec son mental, mais avec son cœur. Je vous remercie. Merci Philippe Guillemant. Rêver un nouveau futur pour le monde d'après 2020. Dans un entretien que j'avais eu avec Anne-Cécile Robert sur son livre La stratégie des émotions, un entretien de décembre 2018 avec Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique et professeur associé à l'université Paris 8, spécialiste de l'Afrique et des institutions européennes.
Je lui disais, ne pensez-vous pas que la France est un laboratoire? Et je pense que nous sommes un laboratoire, donc, s'il vous plaît, écoutez Philippe Guillemant, c'est très très intéressant. Retrouvons maintenant Oleg de Normandie, encore d'une histoire de masque. Comment démasquer le coronavirus? Oleg de Normandie, de Pagans TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout par les temps qui courent, où le slogan d'Astérix qui dit « Ils sont fous ces Romains », c'est un slogan qui s'applique parfaitement à l'époque là qu'on vit, parce que franchement ces histoires de coronavirus, c'est à devenir taré quoi. C'est la phobie totale de la maladie, il y a des gens qui ont peur de tout, les gens sont masqués, et puis après il y a des gens qui au contraire se disent mais non tout ça c'est une arnaque et qui du coup commencent à se dire mais c'est quoi derrière tout ça, il y a un complot, il y a une planification et du coup eux aussi ils rentrent dans une sorte de folie, qu'est-ce qu'on va nous faire, qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est une histoire de fou, c'est l'histoire du coronavirus et bien souvent la vérité se dissimule dans la mythologie, dans les légendes, dans les œuvres de fiction. Et cet album d'Astérix va nous confirmer, va nous parler par rapport à ce qui se passe en ce moment et au coronavirus, parce qu'il y a un personnage qui est principal dans cette BD qui s'appelle Coronavirus. Les œuvres de fiction, c'est l'hermétisme, hein, c'est souvent la vérité est cachée là-dedans, parce que parfois c'est la censure qui oblige à passer par ces méthodes-là, on est obligé de dire des vérités de manière dissimulée. C'est ce qu'a fait Victor Hugo hein, dans son roman Notre-Dame de Paris, je vous le rappelle, roman dans lequel il dévoile une bonne partie des secrets de l'histoire de France, de façon allégorique évidemment, et puis dans lequel il dévoile l'identité odinique des cathédrales gothiques et des cathédrales Notre-Dame particulièrement. Et là c'est un peu la même chose, sauf que c'est beaucoup plus troublant là, parce que autant Hugo dans ses romans il fait référence, enfin dans Notre-Dame de Paris il fait référence à l'histoire de France, c'est quelque chose qui s'est passé avant, hein, d'accord? Donc c'est logique quoi, vous voulez dire des vérités, vous les mettez dans vos romans, mais c'est des choses passées. Là, Coronavirus, on est dans un album d'Astérix qui existe depuis 2017, enfin apparemment il est sorti en 2017 quoi. Donc c'est-à-dire c'est un album d'Astérix qui nous parle de ce qui se passe en ce moment, avec 3 ans d'avance. Coronavirus, en fait c'est le personnage principal, l'adversaire principal d'Astérix et Obélix dans cet album qui est une course en fait, sorte de rallye raid si je puis dire, au travers de l'Italie. Et donc Astérix et Obélix se livrent à cette course. Et leur adversaire principal, c'est le concurrent romain. Et le concurrent romain, il est masqué. Il est masqué et il s'appelle Coronavirus. Hein, c'est le personnage principal avec Astérix. Et il est masqué. Donc le fait qu'il soit masqué, ça n'est pas rien. C'est une allégorie, évidemment. C'est ce Romain, c'est l'Empire, c'est le gouvernement mondial. C'est depuis le début que je travaille, je vous dis que la bonne grille de lecture sur ce nouvel ordre mondial, c'est de l'assimiler à l'Empire romain. Et là, on a Coronavirus, masqué, qui est le leader romain, qui avance donc masqué, exactement comme les agents de ce nouvel ordre mondial. Donc c'est l'Empire romain, le nouvel ordre mondial, qui avance masqué derrière ce coronavirus, face au peuple libre, aux derniers Gaulois, qu'il tente de mettre au pas. Il tente de nous mettre au pas. Et dans l'album, la solution pour sortir gagnant de cette crise, ne pas finir esclave des Romains, eh bien Astérix parvient à démasquer en fait Coronavirus. Donc la solution est donnée dans l'album. Il faut démasquer ce nouvel ordre mondial. Il faut faire tomber le masque du coronavirus. Il faut faire tomber les masques. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, en jetant la lumière sur leur manigance, en faisant tomber leurs masques, et certainement pas en allant les affronter. Parce que Astérix et Obélix essaient de battre Coronavirus avec leurs chars. Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que Coronavirus est beaucoup trop fort. Coronavirus est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que si vous rentrez dans leur jeu, si vous rentrez dans ce jeu-là, que ce soit le jeu du masque, ou que ce soit le jeu de la force, de la révolution en force, vous allez perdre. Parce que Coronavirus, l'Empire, est beaucoup plus fort que nous. Et donc même Astérix et Obélix n'arrivent pas à le battre,
simplement parce que lui en plus il triche, etc. Donc la solution, c'est de faire tomber le masque du concurrent, là, en l'occurrence coronavirus. Astérix le met face à ses responsabilités. Astérix découvre que ce candidat coronavirus, en fait, il est dans une affaire d'orgie, une affaire mafieuse. C'est un pion, en fait, on le force à courir parce que lui, il a une villa. Il touche des pots de vin, c'est grâce à ça qu'il a de l'argent. Et en fait, on le fait plus ou moins chanter. Enfin, c'est une basse affaire de mafia, hein, si vous voulez, avec des gens qui tirent les ficelles. Et ce gars-là, en fait, il est manipulé, il est pris dans un engrenage sectaire, il fait des orgies. Voilà, on peut faire des analogies avec tout ce qu'on entend en ce moment, ce qui se passe dans les hautes sphères des 1% de la population les plus riches. Et voilà, tout simplement, il fait tomber le masque Astérix. Donc faire tomber les masques, c'est dire la vérité, c'est informer les gens, et c'est le faire dans la vraie vie, quoi. C'est informer vos voisins, et ainsi de suite. En parler avec tout le monde, vous l'avez peut-être déjà fait, mais là, c'est le moment de le faire à nouveau, parce que cette crise coronavirus, c'est assez inédit. C'est quand même incroyable, hein, ce qui se passe en ce moment. Et là, vous allez pouvoir vous aider d'Astérix. Voilà, donc je fais pas la promo de la BD, mais c'est vrai que c'est intéressant de montrer ça aux gens, parce que voilà, ça c'est une BD de 2017, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, métaphoriquement bien sûr. On nous force à porter un masque. Le masque, c'est le masque du nouvel ordre mondial, c'est en fait l'empire romain esclavagiste qui veut nous mettre au pas. Et cette histoire du masque, c'est également allégoriquement nous obliger à nous mentir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens, je suis sûr, il y a la moitié des gens qui ont bien compris que derrière, c'est de la politique. Derrière, c'est une stratégie, derrière, on nous ment, quoi. Ils savent qu'on nous ment quelque part. Et en fait, on veut nous forcer, symboliquement, en forçant les gens à porter un masque, à accepter ce mensonge. C'est dans l'inconscient, vous voyez, c'est dans l'inconscient. On est dans l'ingénierie sociale, dans la manipulation. On veut nous forcer à porter le masque, c'est allégorique, ça veut dire, voilez-vous la face. Mettez un masque, ne soyez pas vrai, ne soyez pas franc, ne soyez pas gaulois. Parce que Astérix ou Tintin, par exemple, c'est le héros de base, le héros des contes, le héros des mythes, c'est quelqu'un de franc, direct, point final, il se prend pas la tête, tu vois. Et l'esclave, c'est celui qui accepte de mettre le masque. Vous comprenez, qui accepte de se mentir, de ne pas être lui-même, parce qu'il a peur de ceci, cela. Voilà, les héros de nos enfances n'ont pas peur. Vous voyez, ils vont affronter les Romains, ils vont affronter, mais intelligemment. Encore une fois, c'est pas la violence. Là, c'est en démasquant, c'est en faisant ôter le masque, d'accord ? C'est en le mettant face à ses responsabilités, face à ses mensonges, en faisant descendre la lumière, bref, en faisant tomber les masques, mais pas dans la révolution violente qui serait perdue d'avance, hein. Comme on le voit là dans cette histoire. Ils essayent de les battre sur leur terrain, hein, c'est-à-dire là c'est une course, en allant plus vite, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Hein, parce que l'Empire est beaucoup plus fort sur ce terrain-là, parce que l'Empire triche, l'Empire est un tricheur. Donc, la seule façon de battre des tricheurs, des manipulateurs, des laveurs de cerveau, c'est de faire tomber leur masque. Bah écoutez, j'espère que ça va vous donner du courage. En même temps, c'est vrai que c'est très étrange, évidemment, puisque là, en fait, on annonce le plan. Parce que, bon, voilà, coronavirus qui avance masqué, il a un masque, quoi. Voilà, les masques obligatoires, machin. C'est pas une coïncidence, quoi, vous le savez très bien. Hein. C'est juste pour vous dire que oui, il y a bien un plan. Alors, est-ce qu'il y a eu une fuite ? Est-ce que les gens en rapport avec Astérix, ils étaient au courant, ils en avaient gros sur la conscience ? Peut-être, je sais pas. Ou est-ce que c'est pour annoncer à leurs collègues des 1%, voilà le plan, pour dans 3 ans ou... Je sais pas, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est plutôt la première solution. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt une fuite qui prouve que ça a été planifié. En tout cas, ça montre bien qu'on n'est pas fou, que c'est bien une comédie où tout le monde met un masque, c'est bien une pièce de théâtre où tout le monde est masqué. Et le but, ça va être de faire tomber le masque pour arrêter l'Empire romain. Donc soyez des Gaulois, soyez francs, soyez honnêtes, faites tomber les masques. C'est ça qui va nous libérer. Parce que j'entends des gens qui disent « Oui, faut faire la révolution et tout ». Déjà, toi, t'as rien fait. Hein, tous les gens qui envoient à ça, ils n'ont rien fait. Ce qu'il faut faire, quand on a vraiment du courage, c'est faire le travail que je fais depuis maintenant 3-4 ans. C'est de dire la vérité, tout simplement. Se comporter en Gaulois, être franc et dire les choses, d'accord ? C'est ça qu'il faut faire.
si chacun d'entre nous, moi je sais que voilà, il y a 10, 20 000 personnes qui me suivent régulièrement, si ces 10, 20 000 personnes prennent le temps d'aller voir 10, 20 personnes dans leur entourage, de leur parler, et si tout le monde fait ça, ça va se transformer en 200 000, 300 000, 400 000 personnes. Il y a plein d'autres gens qui le disent, il faut parler, il faut le dire. Ça va faire tomber le masque de coronavirus et les Gaulois seront libérés de cette marche de l'Empire en marche. Hein. Non mais tout est dit, tout est dit. Il a déclaré la guerre aux Gaulois, les Gaulois réfractaires. Tout est là, tout est là. Quand je vous dis que la bonne de grille de lecture et la porte de sortie, c'est le monde magique des Celtes, des Nordiques, qui est un monde magique mais bien réel. Il faut enchanter les cœurs pour sortir de cet envoûtement. D'accord ? Il faut faire tomber les masques. Voilà. J'adore mon peuple, et j'adore mes ancêtres et mes enfants. Donc si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour les enfants. D'accord ? Faites-le pour les enfants, même si vous en avez pas. Le faites pas pour vous, faites-le pour les enfants, s'il vous plaît. Merci. La bise à tous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta main, dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tamet, dans le fond. Il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. Rémi Selmar, C-E-L-M-A-R, l'homme animal. La bise à tous. La bise à tous. Alors il y a une pratique qui va peut-être disparaître quand on va désormais se croiser dans la rue, c'est la bise. Alors il y a des tas de coins dans le monde entier où ça posera aucun problème parce qu'on se fait quasiment jamais la bise. En Inde,
en Chine par exemple, hein, c'est déjà quasiment la moitié de l'humanité, mais aussi dans des tribus, par exemple chez les Tonga au Mozambique, c'est absolument immonde de se faire la bise. Aux États-Unis, on fait plutôt le hug que la bise, donc là ça manquera pas de pas faire la bise. En revanche, il y a un pays dans lequel, alors là la bise est une tradition, ce pays c'est la France. Je dis la bise, plutôt les bises, hein. Il y a toutes les possibilités en France. On peut embrasser une fois, comme par exemple dans le Finistère en Bretagne, on peut embrasser 2 fois, comme dans le nord de la France, on peut faire 3 bises, comme à Montpellier dans le Massif central par exemple, ou même 4 bises, comme dans les départements autour de l'Île-de-France, par exemple dans la Marne, on fait effectivement 4 bises encore, même si on constate qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une convergence vers 2 bises entre les gens. D'ailleurs, beaucoup regrettent la disparition de ces spécificités. Il y a même une organisation en Bretagne qui lutte pour maintenir le un bisou pour se dire bonjour et non pas céder au parisianisme des 2 bises. Donc il y a une vraie tradition de la bise en France, mais sachez tout de même qu'au 19e siècle, en France, seules les femmes se font la bise. La bise entre les hommes et les femmes pour se dire bonjour, bien sûr pas dans la même famille, hein, mais quand on n'est pas de la même famille, c'est assez récent, hein, c'est vraiment dans les années 1970 que la pratique de la bise entre hommes et femmes va se diffuser, puis la bise entre hommes, entre collègues par exemple, entre potes, ça c'est des pratiques vraiment très récentes de ces quelques dernières années où on voit se multiplier cette pratique de la bise entre hommes. Donc on a effectivement une tradition mais qui évolue avec le temps et dont l'origine est très ancienne. Et là, elle n'est pas française. Le baiser pour se dire bonjour, ou le baiser dit protocolaire, par exemple entre des chefs d'État, ou quand on remet une médaille à quelqu'un, un baiser qui signifie « je respecte ta victoire et je te rends hommage par ce baiser », ça date de l'Antiquité. On a des traces chez les Romains, on a des traces chez les Hébreux. Hérodote, le père des historiens, raconte que chez les Perses, par exemple, quand vous avez 2 hommes de même rang qui se croisent, ils s'embrassent sur la bouche. En revanche, quand ils sont de rangs différents, ils s'embrassent sur les joues. Donc on a effectivement une codification en fonction des gens qui se rencontrent, et on remarque que dans l'histoire, les hommes s'embrassent beaucoup, notamment dans la Bible. Hein, vous avez le Christ qui embrasse les apôtres, et même Judas qui, au moment de trahir Jésus, l'embrasse. Et d'ailleurs, c'est en l'embrassant qu'il indique aux autres que c'est l'homme, Jésus, qu'il faut arrêter. Donc il y a une vraie histoire du baiser, qui n'est pas qu'un baiser qui dit bonjour, qui peut aussi être un baiser qui marque la trahison dans l'histoire. Le baiser de Judas est vraiment emblématique de la trahison par le baiser. Mais le baiser marque aussi une forme de fidélité entre 2 personnes. Au Moyen-Âge, par exemple, le vassal et le seigneur s'échangent un baiser sur la bouche, qui est le signe d'une fidélité absolue, pas de rapport amoureux entre eux évidemment, mais un rapport de fidélité entre 2 hommes. Il y a un baiser très célèbre entre Brejnev et Erich Honecker, qui est le leader de l'Allemagne de l'Est communiste, hein, qu'on appelle le baiser fraternel socialiste, ou le baiser Brejnev, puisque c'est Léonid Brejnev qui a le plus souvent embrassé ses collaborateurs et puis ses homologues d'autres pays. On avait ce baiser-là, ce baiser sur la bouche, qui a étonné et qui étonne encore quand on le voit aujourd'hui sur les images. Mais ce baiser a disparu. Il est même aujourd'hui interdit par la loi. En Russie, aujourd'hui, depuis 2013, il est interdit pour 2 hommes ou pour 2 femmes de s'embrasser dans l'espace public sur la bouche, même s'il ne s'agit pas d'un baiser amoureux. Donc on a déjà eu dans l'histoire des bisous qui ont disparu, qui ont été interdits. Donc le baiser sur la bouche entre hommes a longtemps été quelque chose d'habituel, de rituel dans nos sociétés. Ça va disparaître à la Renaissance, où on commence à avoir un baiser essentiellement affectueux, soit amoureux, soit un baiser affectueux dans le cadre de la famille. C'est important dans le cadre des relations entre notamment les parents et les enfants, et puis aussi entre les amis. On s'embrasse comme un signe d'amitié, de reconnaissance. On embrasse, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, hein, pas n'importe qui, on embrasse les gens, et les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie. C'est aussi un signe de reconnaissance et d'appartenance à un même groupe social. Merci Brut, chaîne Brut BRUT. Thomas Snegarov qui raconte l'histoire de la bise. Une nouvelle de ce qui se passe en Amérique avec Christophe Ambrosino, avec la connerie, c'est moins dangereux que la peur. Là-bas, il y a ma femme qui regarde un mariage par internet. Ils portent des masques et tout, à Chicago. Que la paix soit avec toi. Souviens-toi d'une chose très importante, c'est que la connerie, c'est moins dangereux que la peur. Il vaut mieux être con que peureux dans la vie. Souviens-toi bien de cette disure que je viens de te dire. La connerie, c'est moins dangereux que la peur. Tu vois, si t'es un con, c'est moins dangereux que
que si tu es un peureux. Et si tu es un con plotiste, c'est moins dangereux que con tout court. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien. Un grand merci à Silvano Trotta. Allez sur sa chaîne, souscrivez et mettez-lui un like. C'est un très très grand rechercheur. À côté, moi je suis rigolo. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est documenté, qu'est-ce qu'il fait ça bien. Et puis il n'a presque pas d'accent en plus, donc c'est très agréable de l'écouter. Alors, il y a un sujet que je voulais traiter, et ce matin, en regardant la vidéo de Silvano Trotta, je me dis, voilà, maintenant, c'est comme ça que je vais traiter. Alors, je voulais vous parler, si vous voulez, j'ai dit dans ma vidéo d'hier qu'il y avait eu beaucoup d'aides-soignants, si tu veux, des infirmiers, des aides-soignants qui ont été mis au chômage. Et oui, regarde, ça c'est un article du c'est un article du Los Angeles Times, tu vois. Alors il y a un cycliste, bon, c'est bien parce que c'est le Times, tu vois, c'est parce que chez nous les infirmiers quand ils sont au chômage, ils font du vélo. Donc c'est un cycliste infirmier. Et donc on a un petit nombre quand même qui sont au chômage. Alors on va enlever celle-là. Ensuite, on va mettre celle-là, tu vois. Alors ça, c'est NPR. NPR, c'est France Inter américain. C'est National Public Radio, tu vois. C'est en anglais, National Public Radio. Mais tu peux comprendre, même si tu parles, même si t'es français, tu comprends. C'est France Inter, en fait. C'est France Inter des Amériques. Alors, sur France Inter des Amériques, ils nous donnent un chiffre quand même, tu vois. Alors, sur France Inter des Amériques, je sais pas si t'as marqué, ils ont les petits sabots. Regarde les petits sabots. Oh, c'est les sabots des infirmières. Ouais, les infirmières, elles sont toutes au chômage. Combien d'infirmières au chômage? 1,4 million. 1,4 million d'infirmières au chômage. C'est beaucoup de chômeurs. C'est beaucoup d'infirmières au chômage. Bon, mais c'est parce qu'on a une épandémique. Et quand tu as eu une épandémique, si tu veux, c'est très important quand tu as une épandémique de mettre les infirmières et les aides-soignants au chômage. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous continuons notre petite recherche. Allez, un article du New York Times. Si vous êtes complotiste, vous savez ce qu'on pense du New York Times. Mais bon, le New York Times qui nous dit la vérité, même à propos des licornes, ils nous disent que ça n'existe pas. Donc c'est bien la preuve que le New York Times dit la vérité. Ils nous disent que les licornes, ça n'existe pas. Donc, le New York Times nous dit, mais où sont passées les crises cardiaques? Mais où sont passées les crises cardiaques? C'est ça que ça veut dire ça en anglais, le titre là. Mais où sont passées les crises cardiaques? Mais où sont passées les crises cardiaques? Mais où sont passées les Teletubbies? C'est ça la vraie question. C'est pas où sont les crises cardiaques. On sait où elles sont les crises cardiaques. La vraie question c'est où sont passées les Teletubbies? Parce que les Teletubbies, on ne sait pas où ils sont passés. Personne n'a jamais répondu. On les trouve à la fin. Mais les crises cardiaques, on les trouve. Mais bien sûr qu'on les trouve. Alors on dégage ça et on amène ça. Et ça c'est les crises cardiaques. Alors ça, si tu veux, c'est les crises cardiaques. Et triplicata, ça veut dire que ça a triplifié. C'est triplement plus grand. Ça veut dire que ça triplicata. Et triplicata, les crisia des cardiaco. Enfin, vous pouvez lire l'article en italien. C'est pas très difficile à lire l'italien. Même les cons comme moi, ils comprennent l'italien. Donc, si tu veux, ça dit quoi? Eh bien, ça dit que les gens, ils avaient tellement peur d'aller à l'hôpital parce qu'on leur a fait tellement peur à propos du Cronenbourg qu'ils restaient à mourir chez eux de crise cardiaque. Et du coup, en Italie, 3 fois plus de crise cardiaque. Ça fait mal aux dents, ça. Mais ça fait 3 fois plus de morts, quand même. 3 fois plus de morts par crise cardiaque. Tu réalises ça, quand même? C'est quand même beaucoup plus de morts. Combien de Français qui meurent chaque année de crise cardiaque? Eh ben, je te montre, regarde. Tu le vois, là? Tu vois le truc, là? Eh bien, voilà. Eh bien, là, tous les ans, grosso modo, en France, il y a 70 000 personnes qui meurent de crise cardiaque. C'est beaucoup, ça, 70 000. 70 000, c'est quand même 190 par jour. C'est quand même beaucoup, 190 par jour. S'il meurt 190 personnes de crise cardiaque tous les jours, et que quand tu confines, il en meurt 3 fois plus, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que d'un seul coup, il meurt, grosso modo, 570 personnes de crise cardiaque tous les jours, à cause du confinement, beaucoup plus. Alors moi j'ai fait le petit calcul, c'est difficile, parce qu'il a fallu que j'apprenne mon crayon de papier, et donc on a eu grosso modo, à cause du Cronenbourg, c'est une estimation, c'est une conjecture, hein, mais un nombre de morts additionnels d'à peu près 11 400 personnes qui sont mortes de crise cardiaque qu'on aurait pu sauver si les infirmières n'avaient pas été en train de faire du vélo sans leurs petits sabots. C'est beaucoup quand même. Combien de personnes en France qui sont mortes du Cronenbourg? 27 000 personnes, 27 529 personnes mortes du Cronenbourg.
11 400 personnes mortes de crise cardiaque par confinement, mortes du confinement. Si vous ajoutez à ça, à mon avis, les gens morts du cancer, les gens qui sont morts d'avoir peur d'aller à l'hôpital, à mon avis, c'est de la spéculette. Spéculons, zibulons. Mais je spécule qu'il y a eu plus de morts à cause du confinement qu'il y a eu de morts à cause du Cronenbourg. Tu sais pourquoi? C'est parce que la peur, c'est beaucoup plus dangereux que la connerie. C'est beaucoup plus dangereux la peur que la connerie. Que la paix soit avec toi. Et souviens-toi, tu trouves ta propre vérité et tu te rappelles que à la télé, c'est des gros menteurs. Peace and love. La connerie, c'est moins dangereux que la peur. Sur le site de Serviteurs de paix, ça a été publié le 16 mai. La députée Sarah Cunial accuse Bill Gates de crimes contre l'humanité et demande son arrestation, à retrouver chez Neo. Alors je vais essayer de vous faire une traduction. La députée italienne Sarah Cunial dénonce courageusement au Parlement la mafia médicale, l'État profond, Bilderberg, Sanofi, Glaxo, le tatouage quantique, la reconnaissance faciale, Gavi, ID 2020, et demande au président italien la traduction de Bill Gates devant le CPI, la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc ça se passe au Parlement italien. Regardons un peu ce qui se passe en Italie. Sarah Cunial. La députée Sarah Cunial. Merci, Président. Hobbes nous dit que le pouvoir absolu ne naît pas d'une imposition d'en haut, mais du choix des individus qui se sentent mieux protégés en renonçant et en donnant leur propre liberté à d'autres personnes. En vertu de quoi vous continuez d'anesthésier les esprits au travers des médias mainstream corrompus, désinfectants et PNL, avec des paroles dignes d'un régime qui autorise et permet, jusqu'au point de vous autoriser vous-même à réguler nos relations et nos sentiments et à certifier nos affections. La phase 2 n'est rien d'autre que la poursuite de la phase 1. Vous changez simplement son nom, comme vous l'aviez déjà fait avec le SM. Nous avons réalisé que les personnes ne meurent absolument pas du virus, mais sont désormais autorisées à souffrir et à mourir grâce à vous, en respectant la loi par la misère et par la pauvreté. Comme sous les meilleurs régimes qui se déchargent du blâme uniquement et exclusivement sur nous, les citoyens, vous supprimez notre liberté en nous disant que nous vous l'avons demandé au cri de diviser et régner. Nos enfants sont ceux qui en subissent les conséquences, leurs âmes violées, de même que celles de ceux qui sont supposés garantir leurs droits. Un retour à l'école sera autorisé seulement avec des bracelets pour les habituer à la liberté sous surveillance, aux traitements médicaux obligatoires et aux camps de concentration virtuels en échange de patins et d'une tablette. Tout cela pour satisfaire l'appétit d'un capitalisme financier dont le moteur est le conflit d'intérêts. Représenté par l'OMS, dont le premier financier et le sauveur du monde est bien connu philanthrope Bill Gates. Nous tous le savons déjà. Bill Gates, déjà en 2018, prophétisait une pandémie qui a ensuite été simulée dans le Event 201 en accord avec ses amis de Davos. Et depuis plusieurs décennies, il est engagé à développer un plan de dépopulation et à exercer un contrôle dictatorial sur les politiques mondiales. Visant à obtenir la suprématie dans l'agriculture, la technologie et l'énergie, il a littéralement dit dans une de ses déclarations: « Si nous faisons un bon travail avec les nouveaux vaccins, les soins de santé et la procréation, nous pouvons réduire la population mondiale de 10 à 15%. » Il continue en disant « Seul un génocide peut sauver le monde ». Grâce à ces vaccins, il a réussi à stériliser des millions de femmes en Afrique. Et il a donné lieu à une pandémie de polio causant la paralysie d'un demi-million d'enfants en Inde.
Encore aujourd'hui, son vaccin DTP cause plus de morts que les maladies elles-mêmes. De même, avec ces OMG stérilisés créés par Monsanto de chez Bayer et alors généralement donnés au peuple dans le besoin. Tout cela pendant qu'il pense à distribuer le tatouage quantique pour la reconnaissance faciale et les vaccins RNA comme outil pour reprogrammer nos systèmes immunitaires, tout en faisant des affaires avec des entreprises multinationales qui possèdent des infrastructures 5G aux États-Unis. Dans ce tableau, nous trouvons donc l'État profond dans sa version italienne. Il y a Sanofi qui, avec le déjà complice Glaxo, sont, pour parler clairement, les amis de Guerra, Riccardi et le très connu virologiste qui gagne 2000 € pour chaque 10 minutes de présentation sur la RAI, la TV, qui signe des contrats avec les sociétés médicales pour endoctriner les futurs médecins, tout en se moquant en leur indépendance de jugement et leur serment. Il y a des multinationales high-tech comme le Roman Engineering qui est ami avec le noble Montanaon pour le contrôle de la gestion de nos données médicales. Afin de respecter l'agenda européen ID 2020 de l'identification électronique qui utilise la vaccination de masse pour obtenir une plateforme d'identité digitale. Et on continue avec la cession des données que Renzi a démarré avec IBM. Renzi, qui je le rappelle, a donné en 2016 30% de plus à l'association The Global Fund de Bill Gates. Il y a les amis de Aspen comme Sasson et Kao qui, avec leurs 4 pages de rapport, payaient 800 € de l'heure sans révision scientifique, nous dictent leur politique comme le général du club Bilderberg, loin du champ de bataille. La liste est longue, très longue. Il y aura aussi le Medtronic d'Arcurie, etc. La contribution italienne à l'Alliance internationale contre le coronavirus sera de 140 millions d'euros, dont 120 à l'Alliance Gavi, association non lucrative créée par la fondation Bill Gates. Et ceci n'est qu'une part des 7,4 millions d'euros récupérés par la Commission européenne pour trouver des vaccins contre le coronavirus, qui servira pour tout ce que je viens de décrire. Il n'est évidemment pas possible d'utiliser la sérologie qui a l'effet secondaire de coûter peu d'argent, sans parler de la véritable prévention qui concerne notre mode de vie, notre alimentation et notre relation avec l'environnement. Le réel objectif ici est le contrôle total, la domination absolue sur les êtres humains, faisant d'eux des cobayes et des esclaves, violant leur souveraineté et leur libre arbitre. Tout cela à travers vos tromperies déguisées en compromis politiques. Vous enfreignez le code de Nuremberg avec des traitements sanitaires obligatoires, des humiliations, déportations, reconnaissance faciale et intimidation. Soutenu par le dogmatisme scientifique, protégé par le pluri-président de la République, qui est la véritable épidémie culturelle dans ce pays. Nous, ensemble avec les citoyens, allons multiplier les feux de la résistance pour qu'il vous soit impossible de nous réprimer tous. Je vous demande de bien vouloir. Chers collègues, ceci est un parlement libre où chacun a le droit de s'exprimer ses opinions. Questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettare. Et vous devez les respecter même si vous n'êtes pas d'accord. Veuillez cesser de tels comportements. Basta con questo atteggiamento. Veuillez conclure. En conclusion, je vous demande, Monsieur le Président, d'être le porte-parole d'un message à notre Président Conte. Cher Président Conte, la prochaine fois que vous recevrez un appel du philanthrope Bill Gates, veuillez l'envoyer directement à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Sinon, dites-nous comment nous devons définir l'avocat qui reçoit des ordres d'un criminel. Grazie. Alors ensuite, c'était un discours de la parlementaire Sara Cunha. Les masques ne vous permettront pas de vous cacher lorsque le peuple italien comprendra. Alors ça, c'est un autre discours.
Ça, c'est du 24 avril 2020. Nous avons été espionnés, assujettis, traités comme des délinquants par un gouvernement qui en 2 mois a détruit nos droits fondamentaux, naturels et constitutionnels. Le Parlement s'est fait remplacer par des task forces diverses et variées qui ont confié l'Italie aux lobbies nationaux et internationaux. La militarisation diffuse et le bombardement médiatique ont été utilisés comme outils de propagande pour conditionner les esprits des Italiens en faisant le viand sur leurs ataviques, peur de mourir, et en censurant tous ceux qui osaient relever la tête et dénoncer ces abus. Vous avez dû vous masquer pour ne pas être reconnus par les Italiens, qui savent bien que vous êtes responsables de cette urgence. En fait, tous sont là dans cette assemblée. Le centre droit avec le modèle Azienda Vento Zero du gouvernement Zaia et Mantoa, qui lors des 10 dernières années a supprimé 40% des lits de thérapie intensive, tout comme la soi-disant gauche qui, avec son gouvernement du Lazio, a agi en parfait exécutant des politiques néolibéristes. Prédatrice des 30 dernières années, spéculant comme des chacals et enrichissant les privés en attendant la police fiscale qui, évidemment, à l'heure où je vous parle, est déjà dans les bureaux de la junte du Lazio. De plus, le gouvernement Zingaretti, prenant l'exemple sur la campagne vaccinale lombarde qui a causé les désastres que nous payons aujourd'hui, s'est permis de l'imposer dans le Lazio, sachant pertinemment qu'il existe de nombreux éléments montrant que la vaccination contre la grippe porte à 40% de cas de Covid en plus par le phénomène de l'interférence virale. Comme si on ne savait pas que le coronavirus est un cofacteur et donc un indicateur d'autres problèmes environnementaux. En premier lieu, la pollution, celle électromagnétique avec ses effets nocifs thermiques et non thermiques. Car les chantiers des antennes télécom, comme ceux des grands travaux du nord au sud, ne se sont jamais arrêtés à cause du Covid, comme c'est curieux. Et alors, au nom du respect de ce scientisme, de la sainte inquisition des plateaux de télévision, on peut sacrifier le personnel militaire, les policiers, le personnel médical, nos fils, nos anciens, à l'expérimentation d'un vaccin dont on sait bien même, les pierres le savent, qu'il ne servira à rien à cause de la capacité du virus à muter. Le tout étant bien évidemment validé par ce mouvement 5 étoiles que nous avons vu encore aujourd'hui en pleine crise d'identité, mais qui reste attaché aux soutanes du PD, du Parti démocratique, trahissant tout, je dis bien toutes, les promesses électorales en échange de quelques fauteuils bien placés, trop impliqués depuis toutes ces années dans les injustices de la junte du Lazio. Bravo. Si nous n'étions pas dans un pays démocratique, on pourrait penser à mal. Vraiment mal. Tous ces décrets du Premier ministre, des PCM sont inconstitutionnels. Nous le savons bien. Ils sont le symbole de l'autoritarisme, d'un régime sanitario-médiatique, entaché du rouge sang de nos droits naturels constitutionnels. Quel 25 avril, fête de la libération de l'Italie. L'histoire ne pardonne pas, Madame la Présidente, et un jour, très bientôt, vous devrez expliquer pourquoi vous avez sacrifié l'Italie et notre charte constitutionnelle en nous soumettant au jeu néo-géopolitique entre USA et Chine, permettant que ce pays devienne le terrain de nouvelles guerres, faites certainement à l'aide de virus et bradant toutes nos informations, même les plus privées et intimes, aux plus offrants. Et alors je m'adresse à vous, Madame la Présidente, et à la rédactrice Lorenza, si chère déjà au peuple italien. Et j'ai un message de la part de tous les Italiens qui ne sont pas d'accord, mais qui veulent vous faire voir ce qu'ils feront de tous ces décrets inconstitutionnels. Et elle les déchire. Voilà ce qu'ils feront de tous vos décrets, de toutes vos APPS. Merci. Ce discours mémorable de la parlementaire italienne Sara Cunial restera dans l'histoire. Merci Sara Cunial pour votre honnêteté, votre courage, votre esprit d'initiative et votre transparence.
à retrouver chez Néo. La députée Sarah Cunial accuse Bill Gates de crimes contre l'humanité et demande son arrestation. Nous retrouvons Christophe Ambrosino pour les vrais faux chiffres du vrai Cronenbourg. Peace and love, c'est Cricri. Je suis venu vous faire du rapportage. Je fais le rapporteur parce que je rapporte. Voilà. Alors, bien évidemment, je suis là pour vous parler des chiffres du Cronenbourg parce que j'ai un peu l'impression qu'on nous raconte des salades à la télévision et qu'on cherche à nous faire peur. Donc si vous allumez la télé jaune américaine, on vous dit qu'il y a 100 000 morts de Cronenbourg. En fait, c'est grave, quoi. 100 000, c'est beaucoup de gens. Enfin non, c'est pas beaucoup comparé à la population globale, mais ils nous disent qu'il y a 100 000. Alors voilà ce que moi j'ai fait. Je suis allé au CDC, sur le site du CDC. C'est un site internet. Alors il faut taper cdc.org, tu vois. C'est difficile, hein. C'est 6 lettres plus un point. Faut trouver tout ça sur le clavier. Et ensuite tu cherches un peu. Faut parler un peu anglais, quoi. Et il te donne les chiffres. Alors moi j'ai trouvé des chiffres, tu vois. Et là je vais faire comme ça. Voilà, maintenant tu vois les chiffres. Donc comme vous pouvez voir, les chiffres officiels, des officiels qui sont très officiels, absolument officiels. Alors le chiffre du Cronenbourg à ce jour, dans la minute qui vient de passer, c'est la fin de la soirée ici à Los Angeles, le chiffre officiel du Cronenbourg pour cette journée, c'est 56 977. Et c'est précis quand même. C'est précis. Mais ça n'est pas 100 000, ça n'est pas 106 000, ça n'est pas 115 000, c'est 56 977. Voilà. Comme vous pouvez le voir juste à côté, il y a les morts par la pneumonie. C'est les gens qui ont trop fumé, qui sont trop vieux, enfin c'est de la pneumonie. Ça fait longtemps qu'on connaît la pneumonie, ça existe. Donc les morts de la pneumonie cette année, c'est 79 743. Donc c'est plus, hein. Il y a plus de gens qui sont quand même morts de la pneumonie cette année qu'il y a des gens qui sont morts du Cronenbourg. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors ensuite, le chiffre le plus intéressant, c'est le chiffre qui est complètement à droite là-bas. Vous avez vu, j'ai fait red, gold and green. J'ai choisi les couleurs exprès. Hein. Et ensuite là-bas, tout à droite, vous avez le chiffre des morts de la grippe. Alors c'est bien cette année. Cette année aux États-Unis, on a 6148 personnes qui sont mortes de la grippe. C'est quand même beaucoup mieux que d'habitude. D'ailleurs, pour vous montrer comment c'est mieux que d'habitude, regardez. Je change les chiffres changent et maintenant nous sommes sur un site qui s'appelle hopkinsmedicine.org. Alors eux par exemple, ils n'ont pas regardé les chiffres du CDC. Ils ont dû aller chercher d'autres chiffres parce qu'eux ils nous annoncent qu'il y a 84 136 cas morts du Cronenbourg cette année. C'est pas le chiffre officiel, c'est un chiffre beaucoup plus grand. Eh ben oui, c'est parce que en fait, si t'as toussé avant de mourir, on dit que t'es mort du Cronenbourg. Et puis il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, quand même, si t'annonces que t'es à l'hôpital et que tu dis j'ai un cas de Cronenbourg, on te donne 14 000 $. Ça s'appelle Medicare. C'est un fonds médical de l'État qui te donne du pognon pour t'aider à soigner les patients. Donc si tu dis j'ai un Cronenbourg, on te donne 14 000 $. Si tu dis que j'ai un Cronenbourg en fin de vie qui va mourir, qu'on a besoin de beaucoup d'aide, on te donne 39 000 $. 39 000 $, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup 39 000 $. Voilà. Donc c'est juste pour que vous sachiez que c'est peut-être pour ça que les hôpitaux ils déclarent beaucoup de cas de Cronenbourg parce que si tu veux c'est plus d'argent quoi. Si tu dis j'ai un cas de pneumonie on te donne 4 000 $. Si tu dis j'ai un cas de Cronenbourg on te donne 14 000. Et puis si ton cas de Cronenbourg c'est un cas où là ils vont mourir. Hein. Et ben on te donne 39 000. C'est bien ça. Donc voilà. Donc, mais ce qui est intéressant sur ce site, c'est sur ce document-là, c'est qu'ils nous disent quand même combien de morts on peut pas trop savoir. Tu vois la phrase qui est tout là en bas, c'est dit on peut pas trop savoir parce qu'on mesure pas tous les ans, mais ils te disent quand même que tous les ans entre 24 000 et 62 000 personnes meurent de la grippe, sauf cette année. Cette année, on n'a que 6 000 cas de grippe. C'est parce que c'est quand même beaucoup mieux cette année, parce que heureusement qu'on a le Covid, parce que les gens meurent de ça, quoi. Et du coup, ils meurent plus de la grippe. Et donc, et pour finir, à mon avis, les gens de hopkinsmedicine.org, ils ont cherché leurs chiffres sur Google. Parce que quand tu vas sur Google et que tu demandes les chiffres du Cronenbourg, pareil, hein, Google, ils savent pas aller chercher les chiffres officiels du gouvernement américain, du Center for Disease Control. Ils savent pas faire ça. Donc Google, ils te disent qu'aujourd'hui, on a 86 541 cas de gens qui sont morts du Cronenbourg.
Eh ben, tu fais le calcul, tu multiplies 86 541 par 39 000 dollars, et là, tu vois, c'est des millions de dollars. Waouh, c'est des millions de dollars. C'est bon pour les hôpitaux, là. C'est bon pour les hôpitaux. Surtout qu'ils ont fermé tous les hôpitaux de campagne. Et qu'il y a un chiffre intéressant à savoir quand même à propos des États-Unis, c'est qu'ils ont mis au chômage quand même 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. Ben oui, parce que si tu veux, pour donner l'impression que les hôpitaux sont pleins dans les villes, surtout à New York, eh ben ils ont fermé tous les hôpitaux de campagne. Et les hôpitaux de campagne, comme ils ont été obligés de fermer parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils ferment, à cause qu'il y avait une pandémie qui était très grave. Tu comprends que quand il y a une pandémie, il faut fermer les hôpitaux de campagne. Moi non plus, je comprends pas. Mais donc voilà. Donc ça c'était des petits chiffres, c'était ma petite vidéo du soir, un peu sarcastique, mais quand même pleine d'informations très précises et très documentées. Comme vous pouvez voir, on peut avoir les poils en bas et pas en haut, et encore être capable de faire de la recherche relativement sensée. Encore que, je ne suis pas certain qu'en CM2, j'aurais eu la meilleure note à cause de l'accent, mais mon analyse et ma lecture des chiffres étaient relativement correctes. Je suis sûr que Madame Coste, ma professeure de CM2, m'aurait donné quelque chose comme entre 15 et 16 sur 20 pour avoir fait la recherche que j'ai fait. Voilà. Que la paix soit avec vous. Peace and love. Serviteur de paix, donc ça a été publié le 15 mai. Les vrais faux chiffres du faux Cronenbourg de Christophe Ambrosino sur YouTube, sur la chaîne Serviteur de paix. N'oubliez pas ce que nous disait Philippe Guillemant. Ce sont nos émotions et nos pensées qui déterminent le futur. La conscience est de nature quanto-gravitationnelle. L'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. Ne pas vibrer la peur et la violence, vibrer plutôt la joie et la puissance de l'être souverain. Mais n'oubliez jamais qu'on ne crée pas son futur avec son mental, mais avec son cœur. Donc le futur n'est peut-être pas foutu. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, avec Claude Trax, sur l'antenne d'IFDFM, sur le 98 de la bande FM. Arrête de subir, crois en toi, crois en toi. Si tu n'as que deux choix, crée en toi, Ne cherche pas la paix, rayonne là, Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Accepte ce qui est, ne juge pas, Ne les montre pas du doigt, vois-les en toi, Revois ce que tu crois, et tout changera, Oublie ce qui paraît, découvre-toi. Abandonne tes désirs, contente-toi. Vouloir n'a aucun sens, tout est là. Élève ta fréquence, tu capteras. Ton niveau de conscience ne tient qu'à toi. Le passé ne sert qu'à y rester. Anticiper l'avenir, c'est stresser. Observe calmement le présent. La patience est amour, sort du temps.